Bonjour Yael, Salut Amélie. tu vas bien? Ouais, Alors avant de débuter notre entretien, j'aimerais juste un peu recontextualiser notre rencontre. Tu t'appelles Yael, tu habites Paris pour l'instant. Et si je devais résumer en quelques mots ton activité, tu proposes des rencontres et des transmissions autour du monde de la naissance, de la femme et de la vie. c'est tout à fait ça. Et c'est bien moi, on habite à Paris pour encore un mois parce qu'on part. Et vous restez en France. Tout à fait. Alors, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on échange ensemble et notre première rencontre, tu m'avais invité à participer à la transmission d'un soin rituel Rebozo. Et aujourd'hui, j'avais justement envie de te redonner ça en t'interviewant et en te proposant de me raconter un peu qui tu es, ton parcours et surtout ce que tu transmets. Dans un premier temps, j'aimerais justement que tu me parles un peu de toi, de ton parcours et surtout qu'on revienne à la source parce que je crois que ton premier métier était aussi lié à la transmission. C'était pas mon premier métier, c'était mon premier travail sérieux parce que mon premier métier, juste, c'était de travailler dans des associations pour chercher des gens qui allaient devenir souscripteurs de ces associations de manière régulière. Et j'ai travaillé dans la rue pendant 3 mois à chercher à Bastille, à Gare de Lyon, à Paris, etc., sous la pluie, au soleil, le jour et la nuit, des Ok. gens, quand on dit 3000 fois bonjour par jour, il n'y en a que 7 qui nous répondent. Donc c'était ça mon premier travail. Mais mon travail où j'ai mis vraiment mon cœur, et toujours d'ailleurs, ça a été professeur de classe. J'ai été instite dans une petite école à la campagne, dans le sud de la France, une école primaire et une école qui avait des classes en multiniveau. Donc Ok. j'ai eu la chance et le privilège d'être accompagnée par des petites personnes qui sont devenues grandes aujourd'hui, puisque l'année dernière, elles passaient leur bac. Ces Oui. personnes-là, qui étaient mes élèves à un moment. Et je suis restée quelques années, 3 ans. Je suis restée 3 ans. Et j'ai eu un multiniveau, donc je les ai accompagnés en fait. Et ça a déterminé un certain nombre de choses dans ma vie, ouais. Mm. Ben justement, oui, ça a déterminé pas mal de choses dans ta vie. Tu me disais, enfin, tu me dis souvent d'ailleurs que la transmission fait vraiment partie de ta vie. Et justement, pour toi, c'est quoi transmettre? Le Ça premier représente- mot complètement hors contexte qui me vient, c'est comme si c'était respirer. Transmettre, c'est rester vivant. Transmettre, c'est se rencontrer, c'est prendre le temps, c'est s'éduquer, c'est se déséduquer. Transmettre, c'est de la joie, c'est un panel de couleurs, c'est une grande responsabilité. Ne s'invente pas transmetteur, transmettrice, un peu qui veut. C'est un savoir-être au-delà d'un savoir-faire. Le savoir-faire, c'est accessible à tout le monde. Le savoir-être, il en retourne du qualitatif et ça, c'est comme partout. Est-ce que tu te rappelles de ton prof de sport de quand tu étais en quatrième? Au-delà du sport, c'est sa manière d'être qui t'a touché. Est-ce qu'il y a eu un voyage de classe? Est-ce que voilà, ce qui fait que comment on rencontre l'autre? Ouais, transmettre, c'est une manière d'exister. C'est une manière de se montrer aussi sans se cacher. Donc, tu aimes transmettre et en même temps, c'est un challenge, du coup, de tous les jours, peut-être. Euh, la petite histoire, c'est que j'étais maladivement, mais maladivement, c'est même pas timide. Je suis une grande timide, même si c'est pas forcément ce que les gens voient. Je suis Alors, nougat pas timide. du tout. Ok. Bah voilà, déjà, je suis très timide. Et surtout, j'étais maladivement mal à l'aise de parler en public, incapable jusqu'à mes 25-26 ans. La première réunion de classe avec les parents d'élèves, quelques jours avant la rentrée, il a fallu 4 jours pour m'en préparer. Je suis devenue rouge, pivoine. C'était horrible, horrible. On en reparle encore parce que évidemment, certains parents sont des amis que j'ai Oui. toujours aujourd'hui. Et c'est un sujet de rigolade, voilà. Tu as l'air très à l'aise, justement, quand tu transmets. Donc, c'est marrant que je découvre ça de toi. Et comment tu as réussi à dépasser tout ça? Est-ce que tu l'as dépassé, d'ailleurs? Oui, alors je pense que j'ai dépassé.
Enfin, dépasser, je donne la main plutôt. Je suis pas devant, c'est juste je donne la main à côté de ma timidité, qui me rattrape grandement parfois. Mais comment j'ai dépassé ça en transmettant encore et encore et encore et en me trompant et en réajustant et en écoutant les retours et en écoutant les critiques et en écoutant les améliorations. Euh, voilà, c'est comme un musicien, il devient normalement peut-être de plus en plus sensible et de mieux en mieux à force de jouer de son instrument quand il y met son cœur. Ouais. Oui, c'est ça que j'allais dire. Souvent, on arrive à dépasser aussi la timidité quand on est vraiment, quand on communique avec le cœur, quand on est avec l'autre. En fait, on s'oublie un petit peu. Tu as été professeur et ensuite, tu as vécu une expérience personnelle puisque tu es partie à l'étranger et c'est ce qui t'a amené aujourd'hui là où tu en es. Donc, est-ce que tu pourrais un peu me parler de cette expérience justement, où tu es partie, ce que tu y as vécu Ouais, alors là on s'attaque à un chapitre grand de ma vie, mais pas de la mienne, puisque du coup de celle de ma fille aussi. Mhm. Moi je suis partie au Mexique, j'avais 19 ans. La première fois, je suis partie parce que j'ai eu mon bac au rattrapage, je tiens à le signaler, parce que c'est vraiment, le rattrapage est une institution qu'il faut garder. Parce que voilà, entre 8 et 10, il y a plein de choses qui se passent et on peut se rattraper. Et je m'étais fait un peu une promesse en disant si j'ai mon bac, entre cette période du rattrapage et les résultats, je pars loin. J'avais besoin de partir loin à Ok. 19 ans. Et le Mexique est apparu comme une évidence. C'est pour ça que ce premier métier dont on parlait tout à l'heure, je l'ai fait, c'est pour pouvoir me payer le billet d'avion aller. Je Et suis pourquoi partie un vendredi 13 janvier 2005, 6, Paris, Mexico. Et voilà, c'était tout ce que je savais. Et je me rappelle encore de la sensation dans l'avion quand la voix nous dit on va bientôt atterrir. De cette ville. On est arrivé de nuit, mais tentaculaire, avec les lumières partout, partout, ça ne s'arrêtait pas. Et là, je me suis dit, waouh, je suis paumée dans une ville immense. Et je suis restée 9 mois entre le Guatemala et le Mexique. J'ai habité 6 mois au Guatemala, dans un endroit qui est très connu aujourd'hui, qui est extrêmement touristique, avec des côtés positifs et aussi pas mal de côtés négatifs, qui s'appelle le lac Atitlan, qui est du coup vraiment surexploité. À l'époque, il l'était beaucoup moins, parce que c'était il y a presque 20 ans quand même. Mhm. Et je suis tombée amoureuse de ces terres. Je suis tombée en révérence envers ce territoire immense qui fait plusieurs fois notre pays, avec ses langues, ses cultures, son alimentation, sa manière de s'habiller, sa manière de penser le monde. On parle de cosmovision, on parle de croyance, sa manière d'être à la vie, d'être sur la terre, d'être avec les animaux, avec les étoiles, avec les dieux, les déesses, tout ça, c'est quelque chose qui, et puis entre nous, entre êtres humains, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup radicalement changé. Le premier voyage, il a été un peu, euh, ça a été pour moi rentrer dans l'âge adulte et quitter un peu cet état d'adolescence dans lequel on ne sait plus très bien comment sortir, naviguer, tout ça. Et puis c'était un moment où j'étais complètement en contre-courant du reste de mon entourage, puisque tout le monde partait dans des écoles, dans des conservatoires, des universités, tout ça. Et moi, j'étais la seule à être partie sans avoir aucun filet de sécurité. Et je suis rentrée en septembre de la même année, donc en septembre 2006, grâce à une amie qui m'a littéralement, qui est venue me chercher pour passer 2 mois d'été ensemble et qui m'a dit, Yael, tu rentres avec moi parce que sinon tu vas jamais rentrer. Et donc je suis rentrée avec elle. J'ai compris que le voyage débute quand on rentre chez soi. Je le comprends encore aujourd'hui sous une autre manière, mais là c'était la première fois. Ok. Et donc voilà, de ce premier voyage-là, il y a eu des liens qui se sont créés avec des amis.
mexicains et mexicaines. Et j'y suis retournée 4 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, je ne sais plus, pour rejoindre cette même amie qui était venue en vacances avec moi. Là, c'était elle qui y habitait pour faire un master de musicologie à Puebla. Et donc, je suis partie lui faire l'inverse, la revisiter pendant les vacances. Et là, j'ai rencontré le père de ma fille. Voilà ce qui s'est passé. Ah, donc tu pouvais plus partir, c'est ça? Alors, si, je suis carrément repartie, mais la graine de l'amour, j'ai envie de te dire, elle a germé, puisque je suis restée 2 mois, on s'est rencontrés, puis je suis repartie en France, j'ai vécu mes expériences, j'ai été prof, etc. Mhm. Et puis on s'est retrouvés, on s'est réécrit bien des années plus tard. Et on s'est retrouvés et je suis retournée vivre au Mexique en fermant l'épisode avec la classe de l'école. Mm. Euh, et j'étais enceinte à ce moment-là, Ok, en 2015, d'accord. parce que le père de ma fille était venu en France. Voilà, on a été à distance pendant longtemps, plusieurs années. Moi, j'allais très souvent au Mexique. Le temps des vacances scolaires pour qu'on se voit, pour qu'on se rencontre et qu'on tisse ce lien qui nous appartenait à travers un océan, à travers 7 heures de décalage horaire, à Bah oui, travers oui. le jour et la nuit, on ne se parle pas du tout de la même manière. Bref, pour faire court, je suis partie en 2015 enceinte de 4 mois, Ok. rejoindre cette personne pour construire une famille. Et du coup, tu as donné naissance à ta fille sur place. Ouais. Ok. Et comment comme toi, tu accompagnes les personnes qui accompagnent la naissance, comment toi, tu as vécu cette nouvelle vie, en fait, cette transformation, cette naissance? Alors en fait, c'était un choix de quitter la France pour aller infanter dans un autre pays. Parce qu'en fait, moi, j'ai assez peur de l'hôpital. Je me sens Ok. pas à l'aise. Je me sens pas, voilà, je me sens restreinte. Même si le peu d'expérience du monde hospitalier que j'ai, puisque après j'y ai fait des gardes et qu'après j'y ai travaillé et qu'après j'ai été patiente dans ma vie, j'ai souvent rencontré des gens qui sont aussi extraordinaires. Et ça, je tiens juste à le dire. Je ne suis absolument pas contre les hôpitaux. Hmm. Je dis juste que ça ne me correspondait pas sur un modèle d'enfantement que je voulais pouvoir choisir. L'idée, c'était d'accoucher à la maison. Parce que dans l'école où je travaillais, j'avais entendu de nombreux récits d'accouchement à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon métier de prof. J'ai rencontré tous les parents d'élèves. Hmm. C'était un challenge que je m'étais fait. Et à chaque fois, je leur demandais comment le couple s'était rencontré, s'ils étaient encore ensemble, les parents, et Ok. comment cet enfant était arrivé sur la Terre, cet enfant qui était l'élève dans la classe. Et j'écoutais les histoires. Et alors là, là, j'étais fascinée. Et donc, en fait, je pense qu'elle est là, la petite graine du monde de la naissance aussi. Donc, je suis partie, je me suis tout de suite renseignée sur quelles étaient les options et quelles étaient les maisons de naissance à San Cristobal, qui est une petite ville paumée, perchée dans une cuvette à 2500 mètres d'altitude, à 1 heure et demie de la capitale du Chiapas qui s'appelle Tuxtla Gutiérrez Ok. et qui est accessible par une autoroute avec une seule voie, donc sens unique comme ça dans les méandres des virages. Et dans cette route d'1 heure et demie, on monte plus de 2000 mètres. Voilà. Euh, on passe le brouillard, on passe en fait un champ de végétation, de faune et de flore complètement différent à l'espace d'1 h 30. C'est assez intéressant. Hmm. Pour arriver dans une petite ville coloniale où tout le centre-ville est construit de maisons en terre qu'on appelle casa de adobe, avec comment dire, des briques en terre. Ok. Voilà, et qui est très belle. Toutes les maisons ont des couleurs différentes. Et le père de ma fille habitait là-bas, donc on est allé là-bas sans trop se poser de questions. Et là-bas, à San Cristobal, il y a
un rapport au monde de la naissance qui est complètement différent de ce que moi j'avais pu côtoyer en France. Donc, Ok. Itzae est né à la maison, chez nous, avec une sage-femme. Et on habitait à l'époque dans une maison où il n'y avait pas Internet et nous n'avions pas de téléphone portable. Et du coup, quand tu parles du fait que c'est totalement différent par rapport à ce que tu as pu côtoyer en France, qu'est-ce qui justement différencie la naissance là-bas à la maison de ce que tu aurais pu avoir comme option en France? Comment te répondre simplement à cette question? Le rapport à la naissance et le rapport à la vie est différent, puisque le rapport à la mort est différent. Les moyens techniques sont aussi différents et parce que la naissance est assez sécurisée à la maison et dans des maisons de naissance. Si dans les consultations prénatales, les informations reçues des analyses d'urine, sanguine, etc. sont OK. C'est une manière de concevoir la maison comme un habitat ressource d'accueil. Un accouchement ou une grossesse où tout est à bas risque peut complètement avoir lieu et que la maman remplit les critères pour accoucher à domicile ou en maison de naissance, l'accouchement n'est pas forcément vecteur de peur ni de complications. Il peut toujours y en avoir. Bien sûr, ça fait partie de la vie. Oui. Et les sages-femmes sont formées pour ça, elles ont le matériel pour ça. Et avant que les complications arrivent, leur travail, justement, c'est de dire on s'arrête là, allons à l'hôpital. Mais là, encore une fois, je parle des sages-femmes, parce qu'on s'attaque à plein de sujets derrière ta question. Il y a plein d'autres sujets qui ne sont pas dits. C'est que la sage-femmerie, il y a des dizaines de manières de faire ce travail. Ça peut être la sage-femmerie traditionnelle, ça peut être la sage-femmerie professionnelle, technique, la sage-femmerie intuitive, la sage-femmerie liée au métier d'infirmière. Il y a plusieurs ramifications de ce même métier-là, qui finalement, c'est le même métier sans l'être, parce qu'on ne touche pas les mêmes choses. Du coup, toi, tu l'as bien vécu, ta naissance, elle s'est bien passée, il n'y a pas eu de complications et tu... Ma naissance, parce que Enfin, je ta suis... naissance. Non, non, mais si, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ma naissance, je suis née quand ma fille est née. Je pense que je suis morte quand ma fille est née et je suis née en même temps. Je suis morte à un état, à une vie d'avant. C'est ni bien ni pas bien, c'est que c'est comme ça et c'est ultra OK. C'est un état de fait. Et je suis née en même temps que ma fille est née. On ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Et Itzae nous a fait une petite blague. C'est que quand elle est née, on s'est rendu compte qu'elle était upside down, c'est-à-dire al revés, qu'elle venait en siège, c'est-à-dire que ça a été une naissance par le siège, quoi. Et généralement, à la maison, ça peut faire peur à beaucoup de sages-femmes. Et c'est typiquement le cas de naissance hospitalière, voire même c'est rarisé. Ouais. J'ai très longtemps dit à mes amis qui me disaient bon alors c'est comment être maman et je maintiens encore ça change tout et ça change rien et c'est une danse avec cette personne qui devient notre enfant qui l'est. Les rôles se définissent constamment puis ça dépend si on reste avec le papa, si on a un compagnon, une compagne, quelle est la famille, parce qu'il y a tellement de manières d'être famille. En ce qui me concerne, je me suis très rapidement séparée de son papa. Donc, nous sommes une famille monoparentale, avec tellement de chance d'être entourée de plein de référentes et de référents, parce voilà, on est entouré de gens qui sont trop chouettes. Et justement, à San Cristobal, pour revenir avec ça, il y a beaucoup de parents qui coparentisent, entre guillemets, le rapport à la confiance, le rapport à l'entraide quotidienne au niveau de la responsabilité des enfants. Nous, je me rends compte aujourd'hui en rentrant en France, Itzae, elle a vécu en tribu.
pendant les 6 et demi premières années de sa vie, presque 7 ans. C'est une communauté et puis on n'a pas besoin de prendre rendez-vous et de prendre un agenda pour se dire qu'on va boire un verre 3 semaines à l'avance de 15 à 16. On toque à la porte parce que déjà c'est petit, parce que voilà, on toque à la porte, on est là et puis on se retrouve dehors et puis voilà. En tout cas, ça c'est mon expérience. Hein. Je dis pas que c'est la généralité parce que ça dépend de quel endroit on se situe, ça dépend dans quel milieu on évolue et quelles sont nos capacités d'intégration ou pas. Et justement, tu me parles d'intégration. Donc, tu es arrivé au Mexique, tu as rencontré la personne qui est devenue aussi le père de ta fille, tu as donné naissance au Mexique et ensuite tu as appris là-bas sur place, justement, tu t'es formée à un nouveau métier. Quand j'étais enceinte, j'ai fait un week-end d'initiation, c'était un peu comme mon cadeau. Autour des plantes médecine, en particulier autour du tabac, autour du cacao et d'autres plantes qui existent et qui n'ont pas du tout la même, dont les hommes n'ont pas du tout la même approche en Occident ou ailleurs. Il y avait une femme absolument magnifique qui s'appelle Tania, qui était la formatrice. Et là-bas, j'ai rencontré Karuka, qui est une amie. J'étais enceinte et donc à un moment donné, on a bu la boisson du cacao et toutes les femmes se sont mises autour de moi et on bénit mon ventre avec des graines de cacao pour bénir notre arrivée, pour bénir notre chemin. Et c'était un moment qui a été extrêmement fort. Et je suis restée du coup en lien avec Kaluka. Kaluka était dans ce cercle-là. Et je lui en a, du coup, avait parlé de dire, tu sais, moi, j'ai toujours rêvé d'être sage-femme. J'aimerais. C'était comme la suite logique, en fait, d'avoir été prof, instit. Voilà, ça continuait le chemin. J'accouche, Itzaï arrive, et à 4 mois et demi de vie d'Itzaï, je croise Kaluka par hasard dans la rue, et elle me dit, Yael. Kaluka, elle est de Mérida, qui est une grande ville dans le nord du Mexique. J'ai reçu une convocatoria, un appel à candidature, parce qu'il y a une formation. Il y a un diplôme d'aptitude à la parteria tradicional y técnica, au métier de sage-famerie traditionnelle et technique, qui vient de s'ouvrir. Et on peut envoyer des dossiers de candidature jusqu'à ce soir minuit. Quoi? Eh oui, non, mais c'est en présentiel, c'est génial, c'est reconnu par la CEP, c'est complètement... voilà. Et je me rappelle être rentrée chez moi, avoir eu une grande conversation avec le père de ma fille, parce que c'était quand même très contraignant comme formation. C'était sur 1 an, tous les week-ends, avec des examens théoriques et pratiques et surtout des mois de garde à l'hôpital, avec un certain nombre d'accouchements à valider, avec un certain nombre de modules, etc. Bref, je me suis inscrite et j'ai commencé... Itzaï avait 5 mois, ce cursus. Et c'est là que j'ai rencontré 2 personnes qui sont très importantes pour moi, qui s'appellent Betty Flores, qui est une sage-femme paramédecin traditionnelle, sage-femme traditionnelle et qui là est devenue infirmière obstétrique. Et une autre femme qui s'appelle Guadalupe Blanco, qui est une médecin chirurgienne sage-femme. Avec Kaluka, avec Sylviane, avec Mariam et plein d'autres élèves, et ben on est parti dans l'aventure. Et ensuite, pour te faire court, j'ai été diplômée. J'allais à l'hôpital Jalaitais, donc les naissances. Je me rappelle, à chaque fois que j'entendais un enfant pleurer, mes seins, pam, se mettaient à couler, en fait, hein, parce que Itzaï était quand même très petite et que je l'allaitais à la demande. Et j'ai fait des gardes de jour, des gardes de nuit, comme tout le monde quand on fait ce métier-là. Et il a fallu valider un certain nombre d'accouchements, à côtoyer toutes sortes d'accouchements simples, d'accouchements compliqués
qui ne se finissent pas comme prévu, de pouvoir voir faire un certain nombre de manœuvres, d'actes plus ou moins invasifs sur le corps des femmes et des enfants, en cas de nécessité d'urgence vitale, ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'était bien à l'hôpital. Finalement, tu as été formée à l'hôpital. C'était médicalisé. C'était pas des accouchements naturels. C'est ultra médicalisé, sans Ouais. péridurale, sauf pour les césariennes, évidemment. J'ai fait mes gardes à l'hôpital obstétrique des urgences obstétriques de San Cristobal et l'hôpital de la Mujer, qui est le seul hôpital public pour la ville entière et les 16 communautés autour. Donc environ 300 000 personnes. Et il y a 20 lits. Et c'est souvent des femmes qui viennent parce que soit pour faire leur contrôle, soit parce qu'elles ont commencé leur travail et qu'il y a quelque chose qui tourne pas forcément rond. Et c'est souvent des femmes qui sont issues d'un milieu extrêmement humble et qui des fois ne parlent pas la même langue. Il y a plusieurs dialectes, en tout cas à San Cristobal, il y a le tzotzil et le tzeltal. C'est les majoritaires, mais il y en a encore beaucoup plus. Ces femmes ont tout autant besoin d'être aussi bien traitées que les autres, ce qui n'est pas toujours le cas, pour parler très franchement. Pour la suite, ça a été quoi alors? La suite, ça a été que j'ai voulu me coller à mis maestras, ces deux femmes. Je leur ai dit, je peux faire tout avec vous, je peux passer ma vie avec vous. Je me rappelle avoir dit à Guadalupe, bon, bah, on continue, non? Et du coup, parce que Guadalupe habitait à l'époque à Comitán, qui est à 2 heures de route de San Cristobal. Et là, elle est venue à San Cristobal ouvrir la maison de naissance, le cabinet en fait qu'elle avait à Comitán sur San Cristobal pour avoir plus d'amplitude au niveau clientèle. Et donc, je suis devenue l'assistante de Betty et de Guadalupe qu'on fusionnait avec Nasser Natural et ça a duré 3 ans. Avec d'autres assistantes, bien sûr, dont une qui s'appelle Mariam et ensuite d'autres qui ont pris le relais, etc. Ensuite, Nasser Natural a fermé et on s'est tous... Avec Betty, on est allé à Casa Colibri et après, moi, je suis partie. On accompagnait des grossesses, ce qu'on appelle les accompagnements globaux, des accouchements et les suivis postpartum. Donc, au 1er jour, au 3e jour et au 7e jour de naissance, dans des visites à la maison pour regarder comment se passe l'involution utérine, comment se passe la cicatrice du nombril pour le nouveau-né, comment se passe la mise en place de l'allaitement, etc., etc. San Cristobal, c'est une ville où le monde entier vient et y habiter. C'est comme un vortex. C'est vraiment énergétiquement très fort. Et du coup, il y a beaucoup de gens du monde entier. Il y a des communautés japonaises, une communauté française, une communauté juive. Il y a aussi une communauté musulmane. Il y a des Russes aussi beaucoup. Et puis voilà, beaucoup de Mexicains bien sûr, mais c'est assez très très interculturel. Et du coup, les gens qui viennent à Casa Colibri et à Nasser Natural, à l'époque, je parle, pas sur maintenant, c'était des couples qui étaient déjà en multiculturalité. Soit l'homme, c'était des enfants qui allaient naître de toute façon métis. Oui. Et donc, ça touche une couche sociale qui est assez aisée finalement et qui a les moyens de pouvoir s'offrir les services de sage-femme professionnelle à la maison. Et Betty Flores a créé l'association qui s'appelle Parteria y Salud Natural il y a plus d'une dizaine d'années, de laquelle je fais partie. Puisque elle a habité pendant très longtemps dans un petit village qu'on appelle una comunidad, donde se usan los usos y costumbres, où se respecte la loi des us et coutumes et non pas la politique gouvernementale classique du pays, sinon une manière de fonctionner propre à ce lieu-là. Elle a créé cette association pour que des femmes, généralement extrêmement modestes, puissent bénéficier de ces services de manière gratuite. Parteria y Salud Natural est une association qui promeut l'accouchement, le suivi, l'accouchement et le postpartum
des femmes et des enfants dans des cadres qui soient extrêmement salutaires, dans une maison de naissance qu'elle a construit un cabinet chez elle à Chichiwistan et surtout gratuit. Et jamais, jamais, jamais n'a été refusé à Nasser Natural, à Casa Colibri ou à Chichiwistan pendant que moi je travaillais là-bas, des couples ou des femmes qui n'avaient pas les moyens mais qui avaient la grande conviction. C'était important pour elles parce que du coup, on travaillait en troc. Il y avait un minimum d'échange d'argent et le reste était... il y a eu un couple qui était musicien et donc pour la journée annuelle de l'association, ils avaient offert un très très grand concert où là l'entrée se payait et du coup tous les fonds étaient récollectés pour Parteria et Salud Natural qui non seulement promeut des accouchements humanisés et respectés aux femmes mais aussi et surtout qui forment les sages-femmes de tout horizon traditionnel, rural, à des formations accessibles, gratuites. Du coup, avec les fonds collectés, pouvait permettre de faire des campagnes de couches lavables, pouvait permettre aussi de pouvoir distribuer en fait des vêtements, des choses de la première nécessité à plusieurs couples, familles, voire même villages qui en avaient besoin. Beaucoup de personnes ne peuvent même pas se déplacer parce qu'il faut une voiture et quand tu as la voiture, il faut de l'essence. Et après, il faut un conducteur. Donc, il faut que les routes soient accessibles. Il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il y ait de troncs d'arbres sur les routes. Faut pas que... Non, non, non. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert le soin rituel Rebozo? Bien sûr. Quand je dis bien sûr, non, 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 ma petite dame. Parce que la première fois que j'ai reçu un soin Rebozo, c'est les parents d'élèves à la fin d'une année, quand j'étais prof, qui me l'ont offert. Ok. Donc, tu connaissais avant même d'aller... Donc, j'ai été touchée, enveloppée et initiée à ce soin en tant que receveuse la première fois à Nîmes. C'était à Nîmes. Je me rappelle très bien l'endroit, par deux femmes extraordinaires qui avaient elles-mêmes reçu ce soin dans une transmission. Donc, je l'ai reçu d'abord comme cadeau de fin d'année. Ensuite, j'ai accouché au Mexique et là, la sage-femme avec qui j'ai accouché m'a donné ce soin-là. Et le premier soin au Mexique que j'ai reçu, soin Rebozo, ça a duré 1h15. C'était dans un couloir avec la secrétaire qui m'a serré avec la sage-femme, avec des bruits de machine à laver et d'eau absolument partout. Ma fille qui était tenue par la secrétaire elle-même entre deux consultations, machin, c'était Nbibo, extrêmement terre à terre, absolument pas ritualisé et c'était merveilleux. Parce qu'on se fait l'idée qu'il faut que ce soit dans un endroit calme, dans un cocon, etc. Et là, pour le coup, c'était pas du tout ça. Par contre, elles ont été majestueuses, ces femmes, en me le donnant. Je me rappelle, elles me l'avaient donné sur un matelas, un matelas qui, voilà, qui était. Donc en fait, je m'enfonçais plus que autre chose, et en même temps, c'était absolument ce qui était bien, parce qu'au-delà du soin, ça venait marquer la fin d'une interaction active avec cette sage-femme. Donc, on s'est dit au revoir, en fait. Est-ce que tu voudrais justement me parler du soin rituel Rebozo, de ce que c'est pour toi? En quelques mots, comment tu le définirais? Là encore, tu me lances une En quelques mots, on a des belle escalade. Le soin rituel Rebozo, à l'origine, est un soin qui est mexicain. Le rebozo, c'est un mot qui signifie le foulard, le châle, l'écharpe, el rebozo. Et ça vient constituer une des pièces majeures de l'habillement des femmes. Puisqu'en fait, il sert à plein d'autres choses que à serrer les femmes en rituel, dont je vais parler, mais il sert à se protéger du froid, à se protéger du soleil. C'est une couverture, c'est le premier nid,
Il y a une sage-femme magnifique, très grande dame qui s'appelle Naoli Vinaver, qui est mexicaine et qui habite au Brésil, qui a côtoyé et qui côtoie ce soin depuis des dizaines d'années, qui est une femme très très belle, et qui a fait des vidéos où elle explique la nature et l'histoire de ce soin, et elle dit le rebozo, c'est l'extension de nos ailes quand on veut porter l'amour du monde entre nos bras. Puisque finalement, quand on a un rebozo autour de nous et qu'on a un enfant dans les bras, eh bien, on lui permet de se recueillir dans cette contention qui est la première maison de tous les êtres humains, c'est-à-dire in utero, le ventre de nos mères. Donc le rebozo, c'est ça comme objet, et ça décode aussi de toute une identité pour la personne qui le porte, en fonction de quelle matière il est fait. Est-ce qu'il est fait en coton? Est-ce qu'il est tissé? Est-ce qu'il est brodé? Est-ce qu'il est tissé à la main avec un telar de cintura, hein, le métier à tisser en ceinture, qui vient cintrer derrière le dos et qui est ramené par devant avec les fils, comme les métiers à tapisserie, ou alors est-ce qu'il est fait à la machine à bois à pédale, est-ce qu'il est fait en usine, etc., etc. Et dessus, quelle couleur on utilise, quelle longueur on utilise, quel motif après l'avoir tissé on inscrit dessus en fonction des croyances, des symboles, des images de notre communauté, si on en a une. À quelle couche sociale on appartient en fonction de la délicatesse et de la finesse de la soie, du coton, de la laine, etc., du lin, etc. Ouais, c'est une carte d'identité. Et il se passait de femme à femme. Ça, c'est l'objet. Et ensuite, le soin rituel rebozo, traditionnellement, il était donné par des femmes, pour des femmes qui venaient d'infanter, pour venir refermer le corps de manière physique, mais aussi de manière énergétique, de manière spirituelle, de manière émotionnelle, en différents points, après avoir mis ce même corps dans un état de chaleur haute pour pouvoir vraiment... dans la cosmovision maya, il est dit que l'accouchement est un événement qui est froid. Et le soin rituel rebozo vient fermer le corps et redonner la chaleur pour pouvoir rassembler et fermer ce qui a été ouvert. C'est très fort. Et il y a un protocole. Le protocole dépend des personnes qui l'enseignent, des personnes qui l'ont reçu. Il y a autant de soins rebozo qu'il y a de personnes sur cette terre pour le donner et de personnes pour le recevoir. Il y a des grandes règles qui fluctuent et se personnalisent évidemment en fonction de la personne qu'on a devant nous et en fonction de qui on est et de qui on a reçu la transmission de ce soin. Quand tu dis en fonction de la personne qu'on a en face devant nous, est-ce que justement tu adaptes le soin que tu donnes à la personne qui vient? Toi, dans ta manière de transmettre, tu vas toujours transmettre de la même manière, de la manière dont tu l'as reçu? C'est une très bonne question. Je pense que ma manière de transmettre, elle a évolué au fil des années. Elle a évolué avec ma pratique. Et évidemment qu'elle réunit tout ce que j'ai pu recevoir des différentes femmes qui me l'ont appris. Mais en fait, au-delà d'apprendre, c'est que j'ai pratiqué et pratiqué et pratiqué et pratiqué et pratiqué encore avec elles. Donc, voilà, je ne suis pas la même personne qu'il y a 3 ans, qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 5 ans. Donc, de toutes les façons, voilà. Et aussi, ma manière de transmettre, elle se fait en fonction de l'expérience que j'acquiers, comme tout le monde, petit à petit. Que j'ai vraiment à cœur et ce qui pour moi est essentiel, c'est de nommer et de citer les personnes grâce à qui cette transmission elle peut avoir lieu, de leur refaire une place, de parler des femmes qui tissent, de parler de tout ce que ça implique, d'avoir un rebozo entre nos mains, de toutes les mains qui ont touché cet outil pour qu'il puisse exister et qu'il puisse être créé. Et la manière de donner un soin à rebozo, ça dépend évidemment, il y a les grandes lignes, mais en fonction de l'histoire de la personnalité et du vécu de la personne qui est en face de nous, on va peut-être être amené à changer des choses, à réadapter des choses évidemment. On ne va pas dire les mêmes choses parce qu'il n'y a pas 2 êtres humains pareils. Et je tiens à rajouter quelque chose dans ma manière de faire mon travail, qui pour moi est beaucoup plus qu'un travail, sinon que c'est une manière de vivre, c'est une sensibilité. En 3 jours, je partage le fruit de mon expérience sur un autre territoire de ces 7 années de vie, mais qui est imbriqué avec mon identité
et aussi ce que j'ai reçu en termes protocolaires et techniques finalement, tout en disant bien que c'est une proposition. C'est-à-dire, moi, on m'a enseigné comme ça, je l'ai transformé, adapté et fait corps de cette manière-là. Par contre, et c'est important pour moi de vous donner ces éléments qui sont sérieux et qui sont importants. Après, vous les intégrez et il en va du coup de votre responsabilité propre de pouvoir faire corps avec lui, de naître avec lui avec sérieux et révérence, et donc de l'adapter comme il vous sied, sachant que on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est exactement ce qu'on fait pendant ces 3 jours de transmission, qui sont aussi courts. Je me rends compte, je pense que je vais changer bientôt, parce que en fait, j'ai encore plein d'autres choses à dire et partager pour que ça devienne une expérience vécue et sentie plusieurs fois. Et peut-être aussi pour intégrer d'autres choses. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais comme tu es aussi en formation sur la sexologie, la psychologie et la sexologie, je crois, c'est peut-être aussi pour justement réunir tout ça, tout ton bagage en fait, et proposer quelque chose de plus complet aux femmes qui viennent. Alors ça, c'est 2 choses différentes, effectivement, parce que là, en fait, je suis revenue avec ma fille en France il y a 1 an et demi. Et je me suis rendu compte de ce que des nécessités et des besoins en France, que pour exister dans ce travail-là, il fallait organiser le travail. Parce que la manière, on n'est pas du tout sur un même rapport de penser le travail, en tout cas de ce que j'ai pu vivre au Mexique et en France. Et du coup, là, c'est comme si j'avais besoin de rassembler, organiser ce que j'ai à dire et de la manière dont j'ai à le dire. Et du coup, tu rebondis. Là, je suis en train de créer 2 projets. Un projet qui réunit le savoir-faire, l'histoire et les possibilités autour de cet outil Rebozo. C'est un nom, c'est le nom d'un objet, c'est un concept, c'est un égrégore qui prend autant de sens qu'on veut bien lui donner, dans tout ce que ça veut dire de bon et de moins bon, dans ces extrêmes comprises. Ça, c'est autour du Rebozo. L'autre champ d'action qui va bientôt sortir à la fin de l'été, c'est la réunion de pas mal de sujets autour justement de la naissance, des corps, de l'intimité, de la féminité, de la sexualité, parce que comme tu l'as dit, j'ai repris des études en France là, de psychosexologie à l'École nationale de psychosexologie française, où on y parle donc de psychologie et de sexualité. Beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est des études qui sont sérieuses, qui sont longues, puisque la sexologie, c'est une science immense, un arbre avec des centaines de branches, qui touche plein de sujets. Depuis que tu es rentrée en France, tu as reçu pas mal d'attaques. Tu as notamment été associée à ce qu'on peut appeler l'appropriation culturelle. Petit rappel sur ce que c'est l'appropriation culturelle, c'est l'utilisation d'outils ou de techniques issus d'une autre culture et que la nôtre a des fins, on va dire, personnelles, sans tenir compte justement de la culture de l'autre. Et sans nommer d'où ça vient, en se l'appropriant comme si c'était l'invention de la personne qui en parle. Exactement. Et du coup, justement, moi, je me suis aussi posé cette question parce que je suis quelqu'un qui travaille avec des thérapeutes, avec toutes sortes de thérapeutes, de praticiens. Voilà, ça peut toucher à plein de cultures différentes. On peut avoir du yoga, de l'acupuncture, du shiatsu, voilà. Et je me suis posé cette question aussi, du coup, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste et qu'est-ce qui est approprié ou pas en tant que personne occidentale, en fait. Et du coup, je voulais savoir un peu quelle était ta posture par rapport à ces attaques, au fait qu'on peut associer aujourd'hui les nouvelles pratiques qu'on utilise en Occident à de l'appropriation culturelle. Voilà, quelle est ta posture par rapport à ça, toi? Merci de me poser cette question. Effectivement, j'ai été assimilée à ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle. Et je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément compris le terme de ce que ça veut dire appropriation culturelle, qui existe et qui fait mal. Qui fait mal à des identités, qui fait mal à des peuples, qui en fait extrait des choses sacrées et précieuses qui sont parties d'un patrimoine
pour les replacer à gogo sans les respecter ni dans leur origine ni dans leur contexte. Donc ça prête à énormément de confusion. Quand j'ai été assimilée à ces mots-là, ça m'a beaucoup blessée. Je n'ai jamais réagi. Jamais réagi sur les réseaux sociaux qui sont merveilleux et qui sont aussi un terrain de guerre. Oui. Où la violence et l'agressivité pullulent beaucoup plus des fois que des champs de fleurs. Une nouvelle négative se répand 7 fois plus vite qu'une nouvelle positive. Je pense que ce sont des gens qui ne connaissent pas forcément d'où je viens ni qui je suis, puisque j'ai toujours nommé, évidemment, enfin, c'est bizarre de même avoir à le dire, que tout ce que je partage, c'est même pas moi qui le partage. C'est parce que c'est tellement beau que ça doit être partagé. Et justement, ça vient et que c'est un honneur puisque ça vient d'un territoire, ça vient d'une culture, ça vient d'une sagesse, ça vient de choses qui passent même pas par le langage tellement que c'est immense. Et puis quand j'ai essayé de rentrer en contact avec les personnes qui pensaient ça, je n'ai jamais eu de réponse personnelle. Parce que j'ai essayé de rentrer en contact, moi, personnellement, avec les gens qui disaient « Oh là là, mais de quoi Et puis, pour en parler, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi tu penses, enfin, tu peux penser ce que tu veux, en fait, j'ai même pas besoin de te plaire, j'ai pas besoin de ta quièce ou quoi, ok, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Jamais, jamais, jamais je n'ai eu de réponse personnelle. Ce qui a été très intéressant, c'est que ça m'a profondément blessée d'être assimilée personnellement à quelqu'un qui pouvait faire du mal, sachant que la manière dont on m'a transmis ces héritages, elle a été faite par un apprentissage et par des années d'expérience, des années. Et ça prend du temps et ne s'invente pas connaisseuse, et je dis pas que je le suis, qui veut. Du coup, il y a de la confusion. Il y a de la confusion parce que, évidemment, dans la modernité, New Age, hippie style, chamanisme, doula world, guérisseuse et tutti quanti qui est un peu pourri, on peut y mettre ce qu'on veut. C'est pas un jugement, encore une fois, chacun fait comme il veut. Et c'est pas non plus des choses que avec lesquelles je me sens proche, d'être à fond en caricaturant, hein, avec des outils qui ne nous appartiennent pas, mais en les dénaturant, parce que rien jamais ne nous appartient. Mais comment ça fait sens? En fait, c'est Khalil Gibran qui dit ça dans Le Prophète. Il dit faites attention, même vos enfants ne nous appartiennent pas. J'avais ce texte dans la porte, à la porte de ma classe quand j'étais prof. Qu'en fait, jamais rien ni personne n'est irremplaçable. Évidemment que j'ai été blessée parce que ça a été fort comme attaque et comme ça n'avait pas du tout été dit de manière douce. Et ça m'a du coup permis de me repositionner. Évidemment que je suis allée voir toutes les personnes avec qui j'avais passé des années en étant leur assistante et leur seconde. Mais est-ce que tu crois que, mais est-ce que tu penses que, hein, vraiment parce que ça m'a touchée. Et les réponses que j'ai eues ont été, mais Yael, de quoi tu me parles? De quoi s'agit-il? Laisse. C'est un combat, c'est un débat qui est juste et qui existe, ça n'est pas le mien. Et c'est pas pour ça que je viens discréditer les personnes qui le portent, pas du tout. Parce que je pense aussi qu'il y a des femmes qui font un peu, qui abusent et qui peuvent faire, je vais utiliser le mot n'importe quoi, en prenant des transmissions, en allant à des transmissions, en faisant 3 soins, rebozo ou autres, ou énergétiques ou je ne sais pas quoi, ok ou quoi, et qui ensuite se disent, ah bah tiens, moi aussi, je transmets, je vais faire des formations, etc. Et la consistance, la préciosité, elle ne s'acquiert que dans le temps qu'on y passe, que dans les années, ça prend des années d'expérience. Du coup, bien sûr que ça m'interroge et qu'il y a des déviances et que des fois, quand on ne nomme pas, quand on n'explique pas l'origine du sens, des fonctions et des bienfaits, ça reste bancal et faux. En fait, on perd l'essence petit à petit d'où ça vient et
de l'outil ou en tout cas de la méthode. On en perd l'essence puisqu'on se transmet des choses en oubliant peut-être aussi la dimension historique et culturelle. Et néanmoins, quand on connaît ça, quand on a passé, tu vois, dans les formations que je partage, on passe une journée entière, on passe 8 heures à en parler, à parler de son histoire, de ses définitions, de ses usages, des enjeux culturels, des valeurs. Qu'est-ce que sont les valeurs quand on va avoir cette connaissance et du coup cette responsabilité. La responsabilité et l'engagement. Je sais d'où je viens, je sais la quantité de femmes absolument extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer et qui étaient habitées en toute humilité parce qu'elles ont vécu et éprouvé. Et en fait, ça, je ne laisse rien ni personne marcher dessus. Parce que les attaques que je reçois, finalement, ça m'a permis de réajuster ma posture et de me dire, ah ouais, mais en fait, d'accord. Il y a sûrement des choses que j'ai dites et que j'ai faites il y a 3 ans dans des ateliers, etc., auxquelles je me dis, bah tiens, peut-être que je le referai plus de la même manière. Mais jamais jusqu'à aller en contresens. Donc ta posture aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est que tu continues à avancer et à transmettre de la manière dont on t'a transmis, en respectant la dimension aussi culturelle, historique. C'est exactement ça. C'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je m'évertue de faire de mieux en mieux. Je pense que le soin rituel Rebozo, parce que tout à l'heure, on a lancé qu'est-ce que c'est donc à la base un soin qui est dédié pour les femmes en postpartum et qui, par extension, est tout aussi valable et valide à vivre comme moment de transformation intense pour toutes sortes d'autres femmes, mères ou pas mères, à des moments charnières de leur vie. Donc, si tu veux, ça a aussi une dimension intemporelle et extra-culturelle, voire même planétaire. Et quel honneur que ça vienne de ces territoires-là, sur lesquels j'ai eu, en toute humilité, l'honneur de vivre plusieurs années. Parce qu'en fait, au-delà des géographies, ça vient toucher l'état d'être humain général. Le fait d'être pris dans les bras, d'être serré, d'être contenu, d'avoir plusieurs heures rien que pour soi dédiées à nous, dans le dépouillement de nos peaux, dans tous nos effleurements. C'est une célébration de soi-même, une célébration de l'intime, de qui on est. Et c'est de la résistance pour rester vivant. La résistance pacifique. Jamais, jamais, jamais en étant violente. Le monde est plein de violence. Qu'est-ce qu'on fait et comment on s'en sert? On a chacun notre place. On a chacun une place. Et on a tous le droit d'exister, tous autant qu'on est. On est toujours critiqué. On peut pas plaire à tout le monde. Mais évidemment, c'est comme des enfants. On n'a pas toute la classe en tant que nos copains. C'est normal. Ça fait partie des affections, de l'affectivité. Mais par contre, on a tous le droit d'exister et d'être lumineux quand on ne fait pas de mal aux autres. Et je ne pense pas faire du mal. On a parlé de ton lien avec la naissance, avec l'enfant, la femme. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est en lien avec la naissance, c'est le placenta. Alors, je sais que tu accordes une importance à cet organe. Merci de le faire apparaître, cet organe absolument merveilleux. Et ben encore une fois, dans mes pratiques d'assistante sage-femme au Mexique, j'ai été amenée à maintes reprises à en voir, en toucher, en transformer même, en parler avec les familles, puisque dans les cours de préparation à l'accouchement qu'on donnait, on avait une séance de 3 heures spécifique autour du placenta. Qu'est-ce que c'est que le placenta? Comment il se forme? Quels sont ses bienfaits? Quelles sont ses fonctions dans la vie intra-utérine? Le placenta, c'est l'unique organe que nous, les mammifères, nous créons quand il y a un autre être humain qui est en train de se créer à l'intérieur de nous. C'est la pièce unique nécessaire à la fabrication d'un être humain à l'intérieur du ventre de la maman quand il y a eu fécondation. Je suis très liée au placenta, que je trouve absolument merveilleux. Et je suis très liée parce qu'il est méconnu, parce que c'est un organe qui est
dont la reconnaissance est silencieuse. J'aime expliquer aux familles, quand je les accompagnais pendant ces années au Mexique, qu'ils puissent avoir dans les mains ou dans leurs ressources intellectuelles ce que ça signifie que le placenta, que les femmes vont accoucher 2 fois, elles accouchent toujours de leur enfant et du placenta, et toujours l'enfant en premier et le placenta en deuxième. Qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance d'un enfant quand le placenta est encore à l'intérieur du ventre de la mère, et qu'est-ce qui se passe au moment où il sort? Et ensuite, parce qu'il se passe, c'est un Big Bang intergalactique, c'est splendide. Et à quoi peut-il servir après pour l'enfant? Sachant que tu as parlé du fait que tu avais eu l'occasion d'en toucher, d'en transformer, mais ça, c'était bien au Mexique, en fait. Bien sûr. En France, on ne peut pas faire ce qu'on veut, justement, avec... Ça dépend dans quelles circonstances la naissance a lieu. Et évidemment, même dans les naissances à l'hôpital, bien sûr, il y a des sages-femmes, il y a des doulas, il y a des médecins qui expliquent et qui montrent aux familles, bah tiens, regarde, quand il y a les frères et sœurs qui viennent ou qui sont présents ou à la maison ou quoi, on montre. Et il y a évidemment dans le système hospitalier, bien sûr, il y a quand les accompagnantes à la naissance ou en périnatalité, ou les compagnons ou les compagnes viennent avec une feuille en disant, oh, est-ce que je peux faire une empreinte? Souvent, ça surprend, et souvent c'est autorisé, bien sûr. Mais effectivement, la législation autour du placenta est assez restrictive en France à l'heure actuelle. Il y a une femme magnifique que je nomme à chaque fois, qui s'appelle Alice Dorn, qui s'évertue depuis plusieurs années à faire le premier film mondial sur le placenta, qui s'appelle Les Racines Miraculeuses, et son travail est merveilleux. Elle filme en Super 8. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce bel organe qu'est le placenta? Oui, bien sûr, qu'on puisse lui faire de la place, qu'on puisse ne plus en avoir peur, et qu'on puisse apprendre à le reconnaître et à le remercier. Oui, parce que l'idée, c'est en fait de reconnaître, en fait, que la naissance soit reconnue dans sa globalité. Remercier cet organe, remercier la femme aussi qui met au monde son enfant. Parce que, après, c'est peut-être une perception que j'ai, mais j'ai l'impression que, en tout cas en France, on a tendance à concentrer toute notre attention sur le bébé, sur le nouveau-né, et à oublier aussi, justement, la femme. Et c'est aussi ce que tu t'évertues à faire, justement, à travers tes transmissions. Voilà, de faire de l'espace, exactement, de redonner de la place et de faire de l'espace à ce qui se joue. Moi, je suis une amoureuse de l'intimité. Qu'est-ce que ça signifie de créer des liens spéciaux avec des choses, avec des êtres, avec des sensations, des sentiments? J'aime ce qui palpite, et c'est un moment, la grossesse, la périnatalité, et même pas que pour la mère, hein, mais bien au-delà, pour le compagnon, pour les compagnes, pour les grands-parents, pour les grands frères, grandes sœurs, pour tout le monde. L'arrivée d'un enfant, ça peut être très beau. C'est bien sûr pas toujours le cas, parce qu'on est constellé aussi de problèmes et de choses qui nous dépassent. Et ça aussi, c'est important de pouvoir l'entendre et d'accueillir, et de prendre les couples dans notre responsabilité, qu'on soit sage-femme, doula, puéricultrice, sexologue, psychologue, gynécologue. On prend les familles comme elles sont, là où elles en sont, dans leur système de croyances, sans calquer les nôtres. On les accompagne là où elles veulent aller et pas là où on veut les emmener. Et ça, c'est vachement important, parce que dans les nouvelles, dans beaucoup de formations autour du métier de doula, c'est d'ailleurs merveilleux qu'il y ait de plus en plus de formations, puisque c'est un métier qui a vraiment une place à avoir. Néanmoins, il y a quelques formations qui déplacent un petit peu le discours. On parle d'un soutien à la personne, on ne parle pas forcément de soutien chamanique, thérapeutico, New Age. Et ça, c'est vachement important, puisque mine de rien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on les prend comme ils sont, comme ils
comme ils sont. Il y a des lois, il y a des règles, on a nos convictions personnelles, chaque famille aussi. Peut-être que des fois, on va coïncider et se dire « Ah, bah regardez, on peut faire plein de trucs, ta, ta, ta. » Et peut-être que justement, des fois, en disant « Oh, je suis amenée à accompagner une famille, on a vraiment des différentes manières de voir le monde et en même temps, on décide de s'assembler. Génial, comment on peut faire sans que la famille ne se sente envahie par un système de trop-plein, justement, de ritualisation, de tout ce dont on a parlé avant, qui peut déconcerter. Oui, justement, j'ai l'impression que la doula est là pour accompagner la personne à trouver ses ressources à elle et avoir, on parle de projet de naissance, mais en tout cas, à mettre en place ce qui lui convient à elle. Évidemment que la personne qui vient en soutien, même après, de la postpartum, bien sûr, et c'est primordial, en fait, elle peut proposer des champs d'action possibles. Elle peut proposer comment je t'aide. Dis-moi ce dont tu as besoin. On peut faire. Enfin, voilà ma manière de travailler. Et moins c'est plus. L'attention la plus petite, le regard ou la phrase. En fait, c'est des métiers où quand on le fait bien, on disparaît. On s'efface. C'est le métier de l'effacement. On apparaît. On met de l'eau sur toutes les graines qui sont là. Parce que la terre, elle est déjà là et toutes les merveilles qu'il y a à l'intérieur. Et puis après, on s'en va. Ouais, on est à côté, à un moment donné. Ok, moi, c'est une belle conclusion, tout ça. Ouais. Souvent, mes amis ou la famille ou les gens que je rencontre, ils me disent alors, c'est comment d'avoir vécu à l'étranger longtemps, etc. En fait, ça fait partie de notre vie. Donc, c'est comme, voilà, c'est un peu indescriptible. C'est des années de vie. Et puis, en fait, surtout, ça prend du temps de rentrer chez soi. Ça prend du temps de revenir, ça prend du temps d'atterrir, ça prend du temps de construire, ça prend du temps. Tout prend du temps. Et je suis quelqu'un qui est peut-être très impatiente. C'est un vrai défaut chez moi. Et là, j'apprends à mâcher et à marcher dans la splendeur de la lenteur parfois. Ce qui me vient, c'est surtout, enfin, ce qui est marrant, c'est que tu dis que tu es quelqu'un d'impatiente et c'est vrai que quand on échange, des fois, tu dis, enfin, tu es toujours speed. D'ailleurs, je t'entends souvent marcher, courir. Et ce qui est fou, parce que quand tu es, en tout cas, dans ta transmission, dans celle que j'ai vécue, justement, tu prends le temps d'expliquer les choses, tu prends le temps, tu prends beaucoup de temps. Tu vois, tu prends le temps de poser les choses, d'accompagner, tu es dans la lenteur, la douceur. Exactement, c'est les deux. C'est pour ça que, exactement. Et j'avais noté une phrase que tu avais dit un jour, c'était que ces rencontres qu'on faisait entre femmes durant ces transmissions, c'était une résistance, donc il y avait le mot résistance, à tout ce qui va vite. Ouais, c'est un vrai challenge parce que maintenant, on fait du prêt-à-aimer comme du prêt-à-porter. On a un trou dans notre chaussette, et ben on achète une autre chaussette, on la raccommode plus. On a besoin de faire des formations, de faire des pays, d'avoir des likes, etc., etc. Il y a des très belles qualités de cette modernité et de cette vitesse. Et il y a aussi d'autant plus la nécessité d'être en présentiel. C'est pour ça que tous ces thèmes-là, pendant le Covid, j'avais fait des introductions au Rebozo en virtuel et c'était aussi très bien. Et ça a aussi ses limites, bien sûr, puisqu'il y a des choses qui ne peuvent être comprises que quand on se touche, quand on le touche. Merci, Amélie. Merci Yael, merci pour cet échange et je te dis à bientôt. À bientôt.